Dans ma maison de la banlieue parisienne, l'épouse parfaite, le repas de Noël fumant sur la table. Mais en cet après-midi froid de fête, j'ai trouvé son fils de 8 ans, mon seul petit-fils, grelottant dans la rue en guise de punition. Pendant qu'ils découpaient de la dinde à l'intérieur, j'étais sur le point de découper tout leur avenir. J'ai défoncé la porte de leur fête, et avec 6 mots simples, j'ai transformé leurs rêves en avis d'expulsion. Mon nom est Elias Moreau, et à 65 ans, j'ai appris que certains sentiments s'installent dans vos os bien avant que votre esprit ne les comprenne. Ce Noël-là, c'était un sentiment froid, un frisson profond et pénétrant qui n'avait rien à voir avec les 10 degrés à l'extérieur. Ça a commencé au moment où j'ai tourné la clé de contact de ma vieille Citroën C15. Je me rendais chez mon fils Nicolas, dans un de ces nouveaux quartiers tentaculaires où toutes les maisons se ressemblent, construites si vite qu'on se demande s'ils ont utilisé de la colle au lieu de clous. C'était une visite impromptue. Mon instinct me disait d'y aller. Un homme qui a passé 40 ans dans le bâtiment apprend à faire confiance à son instinct. Il vous dit quand une fondation est fissurée. Et la fondation de ma famille semblait sur le point de s'effondrer en poussière. Les appels téléphoniques avec Nicolas avaient changé au cours de la dernière année. Avant, ils étaient faciles, pleins de discussions sur le PSG ou le robinet qui fuyait et pour lequel il avait besoin d'aide. Maintenant, ils étaient lourds de choses non dites. Son « Salut papa, comment ça va ?» s'était transformé en un hésitant « Papa, on se demandait si… » Cette phrase se terminait toujours par un chiffre. Un chiffre pour les nouveaux impôts fonciers. Un chiffre pour le projet d'aménagement paysager que Stéphanie voulait. Un chiffre pour l'adhésion au club de tennis qu'il ne pouvait pas se permettre, mais qu'il pensait mériter. Ce n'était plus jamais juste un appel. C'était une facture. Et Stéphanie, ma belle-fille, sa voix était comme du verre poli, lisse, brillante et froide. Dans chaque conversation, elle trouvait le moyen de parler de la maison. Cette maison a de si belles bases, Elias, mais elle a vraiment besoin d'une cuisine moderne. Ou une nouvelle terrasse ferait des merveilles pour la plus-value. Elle parlait de la maison comme si elle était déjà la sienne, comme si j'étais juste un gardien, un fantôme qui traînait dans ma propre vie jusqu'à ce qu'il puisse enfin prendre le relais. Ma défunte épouse, Roselyne, elle l'avait vu venir. Elle voyait toujours tout. « Elias, me disait-elle, sa main chaude sur mon bras. Ce garçon, Nicolas, a bon cœur, mais sa colonne vertébrale est en coton. Tu dois être le chêne parce qu'il pliera au moindre vent fort. » Stéphanie était un ouragan. La maison était éclairée comme une carte postale. Je pouvais voir la lumière dorée qui se déversait par les fenêtres de la salle à manger, les silhouettes de gens qui riaient, levaient leurs verres. Mais mes yeux furent attirés par une ombre recroquevillée près de la porte du garage, une forme qui n'appartenait pas au tableau parfait. Mon cœur se serra. J'écrasai les freins, la vieille camionnette gémissant en signe de protestation. C'était Léo, mon petit-fils. Il était assis sur le béton gelé, serrant ses genoux contre sa poitrine. Il ne portait qu'un mince t-shirt et un short par 10 degrés C. Je sortis de la camionnette avant qu'elle ne se soit complètement arrêtée, mon corps bougeant sous l'effet d'une fureur glaciale. Le vent transperçait ma veste et je ne pouvais qu'imaginer ce qu'il ressentait sur sa peau nue. Ses jambes étaient couvertes de chair de poule. Ses lèvres avaient une teinte bleuâtre terrifiante. Il tremblait d'un tremblement constant et violent qu'il ne pouvait contrôler. J'arrachai ma lourde veste en toile et l'enveloppai autour de lui, le tirant dans mes bras. Il était froid comme un bloc de glace. « Léo, qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu ? Pourquoi tu es dehors ?» demandai-je. Il leva les yeux vers moi, ses yeux grands et pleins de larmes qui avaient gelé sur ses joues. « J'ai renversé le jus de raisin, » chuchota-t-il, ses dents claquant si fort qu'il arrivait à peine à former les mots. « Sur le nouveau tapis de maman, le blanc. » La rage dans ma poitrine brûlait si fort qu'elle aurait pu faire fondre de l'acier. Pour un renversement. Ils avaient mis leur enfant de 8 ans dehors pour qu'il gèle à cause d'un morceau de tissu. Je ne me suis pas embêté avec la sonnette. Avec Léo toujours emmitouflé dans ma veste et serré dans mes bras, je me dirigeais vers la lourde porte en chêne, celle que j'avais payée, et je la défonçai d'un coup de pied. Le fracas fit taire tout. Les rires, la musique, le tintement des fourchettes. Toutes les têtes de la pièce se tournèrent vers moi. Ils étaient Ola, Nicolas
et Stéphanie, aux têtes d'une longue table chargée d'une dinde de 9 kilos, de plats d'accompagnement brillants et de bouteilles de vin coûteux. Ils recevaient une demi-douzaine de leurs nouveaux amis importants. Stéphanie fut la première à récupérer, plaquant un sourire fragile. « Papa » gazouilla-t-elle, sa voix une performance aiguë de surprise. « Tu es venu. Tu aurais dû appeler. » Je marchais directement au centre de la pièce, mes bottes de travail boueuses, souillant le tapis blanc immaculé pour lequel Léo avait été puni. Je posai doucement mon petit-fils sur une chaise, m'assurant qu'il était toujours enveloppé en sécurité dans ma veste. Je me tournai pour faire face à mon fils et à sa femme. Je laissai le silence s'étirer, les laissant eux et leurs invités s'imprégner de la vue de l'enfant tremblant et de la fureur sur mon visage. Finalement, je regardai directement Nicolas, puis Stéphanie, et je parlais. Je n'ai pas crié. J'ai dit les mots lentement, calmement, avec tout le poids des 40 dernières années derrière eux. C'est toujours ma maison. L'air de la pièce se transforma en glace. Les faux sourires sur les visages de leurs amis disparurent. La couleur quitta les joues de Stéphanie. Nicolas avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. La fête était finie. La guerre venait juste de commencer. Un par un, avec des excuses marmonnées et des au revoir gênés, leurs amis commencèrent à fuir. Stéphanie essaya de les arrêter, mais personne n'écouta. Bientôt, il ne resta plus que nous 4 dans les décombres de leur Noël parfait. J'ignorais complètement Nicolas et Stéphanie. Mon monde entier se rétrécit au petit garçon tremblant à côté de moi. Je m'agenouillai et pris ses mains glacées dans les miennes. « Allez, on va te réchauffer, champion », dis-je, ma voix plus douce que je ne l'aurais cru possible. Dans leur cuisine rutilante, je fis couler de l'eau tiède sur ses mains gelées, trouvai le torchon le plus doux pour sécher ses mains et son visage. J'ouvris leur réfrigérateur à 1 million d'euros et trouvai une brique de bouillon de volaille que je versai dans une casserole. Stéphanie ne put supporter le silence. « Papa, tu es incroyablement dramatique, » commença-t-elle. « C'était une punition. Les enfants ont besoin de discipline. » Je ne la regardais pas, me contentant de remuer le bouillon. « Tu as une idée de combien a coûté ce tapis ?» continua-t-elle, sa voix montant. « Il était tissé à la main. Je l'ai fait expédier du Maroc. » J'arrêtai finalement de remuer et la regardai. Je ne dis pas un mot. Je me contentais de soutenir son regard. Je laissais mes yeux lui dire tout, que je la voyais vraiment pour la créature superficielle qu'elle était. Nicolas dériva derrière elle, un fantôme dans sa propre maison. « Papa, allez !» supplia-t-il faiblement. « Elle a raison. C'était juste pour lui donner une leçon. » Les mots de ma femme résonnèrent dans mon esprit. Une colonne vertébrale en coton. Roselyne avait eu raison. Mon fils était un homme creux, une marionnette. Je sus alors avec certitude que ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma, et c'était mon travail de le briser. Ce soir-là, je leur dis que je restais. Ce n'était pas une demande. Je pris la chambre d'amis, un espace froid et stérile. Le sommeil était impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Léo, ses lèvres bleues, son corps tremblant. Je me levai et marchai silencieusement jusqu'à sa chambre. Sa chambre était aussi sans vie que le reste de la maison. Des jouets coûteux étaient posés sur les étagères dans leur boîte d'origine, trophée des dépenses de ses parents. Léo dormait d'un sommeil agité. Je m'assis dans un fauteuil dans le coin de la pièce, le regardant simplement respirer. Au bout d'un moment, ses yeux s'ouvrirent. Il ne fut pas surpris de me voir. « Je n'arrivais pas à dormir, champion, » chuchotai-je. Il s'assit et ramena ses genoux contre sa poitrine. Pendant longtemps, il resta silencieux. Un homme apprend la patience quand il attend que le béton prenne ou qu'un enfant effrayé parle. « Ce n'est pas la première fois, » dit-il finalement, sa voix petite et fragile. « Qu'est-ce qui n'est pas la première fois, fiston ? D'être enfermé dehors. Une fois, j'ai mis de la boue sur les nouvelles baskets blanches de maman. Elle m'a fait rester sur la terrasse sous la pluie pour les nettoyer. Elle me regardait depuis la fenêtre. Il prit une inspiration tremblante. Quand j'ai cassé un vase, papa a pris ma console. Maman a dit que c'était parce que je ne respectais pas leurs affaires. Ils parlent toujours d'affaires, du prix des choses. Il me regarda enfin, ses yeux brillants de larmes non versées. Parfois, ils oublient juste que je suis là. Ils sortent dîner et la babysitter ne vient pas. Je regarde juste la télé jusqu'à ce qu'ils rentrent. Chaque mot était un coup.
Ma promesse à Roselyne me revint en mémoire. Protège-les, Elias. Protège notre garçon et son garçon. J'avais observé de loin, envoyant des chèques, pensant que c'était suffisant. La colère de Pluto avait refroidi, se transformant en quelque chose de plus dur. C'était de la résolution. Je n'allais pas seulement sauver mon petit-fils du froid, j'allais le sauver de ses parents. Le lendemain matin, la tension dans la maison était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Nicolas et Stéphanie sirotaient des tasses de café, comme si c'étaient des reliques sacrées. L'air de ne pas avoir dormi. Je marchai vers la cafetière, me servis une tasse et pris une gorgée lente. Puis je me tournai vers eux. « Je ramène Léo chez moi pour quelques jours, dis-je. Ma voix était calme, posée. C'était la voix que j'utilisais sur un chantier quand je donnais un ordre qui n'était pas sujet à débat. La tasse de Stéphanie claqua sur le comptoir. « Tu ne peux pas faire ça, cracha-t-elle. C'est notre fils, c'est notre maison. Tu interfères, Elias. » Elle utilisa mon prénom, signe clair de manque de respect. Nicolas essaya de jouer le pacificateur. « Papa, parlons-en, on était juste contrariés hier. » Je regardais mon fils, la faiblesse dans ses yeux, et je ressentis une vague de pitié et de dégoût. « Il n'y a rien à discuter. Je ne demande pas votre permission. Je vous informe de ma décision. » Je montai à l'étage, fis un petit sac pour Léo avec une efficacité calme que je savais les rendre fous. Léo prit simplement ma main quand j'eus fini. Cet acte simple de confiance était toute la confirmation dont j'avais besoin. Je le menai dans les escaliers, directement devant ses parents figés. Stéphanie ouvrit la bouche, mais le regard dans mes yeux l'arrêta. C'était un regard qui promettait des conséquences. Une fois sur l'autoroute, je composai un numéro que je connaissais par cœur. Cabinet d'avocat de maître Aminata Diallo. Je pris une profonde inspiration. « Aminata, c'est Elias Moreau. Il est temps d'ouvrir le dossier Roselyne. » Le cabinet d'Aminata Diallo était au dernier étage d'un immeuble de verre et d'acier dans le centre de Paris. Quand nous entrâmes, la réceptionniste sourit chaleureusement et sortit un livre de coloriage pour Léo, comme si elle l'attendait. Aminata sortit de son bureau. Une femme qui commandait le respect sans jamais élever la voix. Grande, vêtue d'un tailleur sombre, élégant, elle serra ma main fermement. « Elias, ça fait trop longtemps, et tu dois être Léo. Tu as les yeux de ta grand-mère. » Dans son bureau d'angle avec vue panoramique sur la ville, elle récupéra un épais classeur Bordeaux d'une armoire verrouillée. « Dossier Moreau !» Elle le plaça entre nous avec un bruit sourd et définitif. C'était la forteresse que Roselyne avait construite. Ce n'est pas un simple testament, Elias. Vous avez créé la fiducie familiale Moreau. Tu es le fiduciaire, Nicolas le bénéficiaire, mais son héritage est conditionnel. Elle ouvrit le classeur, trouva la page qu'elle cherchait. Je me souviens de la nuit où Roselyne m'a demandé d'ajouter cette clause. Nous sommes restés jusqu'à presque minuit. Mon esprit dériva vers cette époque. « C'est trop dur, chérie, » avais-je dit. « C'est comme si nous ne faisions pas confiance à notre propre fils. » Roselyne m'avait regardé avec ce regard qui pouvait voir dans votre âme. « La vie est le problème, Elias. Les gens changent. L'argent les change. Cette clause n'est pas une cage, c'est une encre. » Aminata commença à lire. Les actifs ne passeront à Nicolas qu'à condition qu'il ait démontré un engagement envers les valeurs familiales. Intégrité, compassion et surtout le soin responsable de leurs enfants. Je compris enfin la profondeur de la prévoyance de ma femme. Il s'agissait de protection. Elle avait raison sur tout, chuchotai-je. Mais nous devons être intelligents, continua Aminata. Ta décision doit être documentée, juridiquement solide. Nous devons prouver sans doute une violation claire des conditions. Elle me tendit un bloc-notes. Alors dis-moi tout. Commence par le début et ne laisse aucun détail. Je passai les jours suivants à rassembler les preuves avec une détermination silencieuse. Ma petite maison était un sanctuaire comparé au manoir stérile de Nicolas. Ici, les planchers grincèrent d'histoire, l'air sentait les vieux livres. Léo semblait le ressentir. Le regard hanté dans ses yeux commença à s'estomper. Mon téléphone vibrait constamment avec les appels de Nicolas et les messages de Stéphanie. Je les ignorais tous. Le silence était un outil qui les rendrait désespérés. Le 3e jour, je répondis enfin. Suivant les instructions d'Aminata, je plaçai un enregistreur numérique à côté du téléphone et mis l'appel sur haut-parleur. « Papa » dit Nicolas, sa voix tendue, « ça a assez duré.
Tu dois ramener Léo maintenant. Je pouvais entendre Stéphanie chuchoter en arrière-plan. Est-ce qu'il va bien? Demandai-je simplement. Il y eut une pause. Bien sûr qu'il va bien. Ce n'est pas le problème. En arrière-plan, Stéphanie siffla. La maison, Nicolas. Parle-lui de la maison. Papa, cette maison est notre principal actif, notre capital. Nous avons une stratégie financière construite autour. Tout ce drame que tu crées met en péril notre avenir. Et voilà, l'erreur fatale. Il ne s'agissait pas de Léo, mais d'argent. Pas un mot sur le bien-être de son fils. Merci de clarifier ta position, Nicolas, dis-je avant de raccrocher. J'envoyai l'enregistrement à Aminata avec pour objet la preuve. Les preuves s'accumulèrent comme une avalanche. Le docteur Bertrand, notre médecin de famille depuis 30 ans, confirma que Léo était en sous-poids avec des niveaux de cortisol anormalement élevés, signe de stress chronique chez un enfant. Quoi que tu fasses, Elias, tu fais la bonne chose, me dit-il. Madame Dubois, la voisine, témoigna l'avoir vu seul dehors par temps froid pendant des heures. J'ai failli appeler quelqu'un plusieurs fois. Il était juste assis sur les marches en pull par temps glacial. Aminata obtint leur relevé bancaire via assignation. 200 000 € de dépenses annuelles contre 80 000 € de salaire de Nicolas. Il vivait entièrement de mon argent. Lexus à 70 000 €. Club de tennis à 25 000 €. Vacances aux Antilles en première classe. Une semaine plus tard, Aminata envoya une lettre officielle les invitant à une réunion familiale pour la fiducie. Stéphanie répondit dans l'heure, exultante. Elle croyait que j'avais capitulé et s'apprêtait à discuter du transfert d'actifs. Elle ne savait pas qu'elle marchait vers son procès. Ils arrivèrent dans le bureau d'Aminata exactement comme je l'avais imaginé. Stéphanie en tête, vêtue d'un tailleur crème qui coûtait probablement plus que ma première voiture. Son sourire était brillant, confiant et complètement faux. Nicolas traînait derrière elle, ombre nerveuse serrant sa mallette comme un bouclier. Ils pensaient que c'était leur fête de victoire. Ils n'avaient aucune idée qu'ils marchaient vers leur exécution. « Bonjour » dit Aminata, sa voix froide et formelle. « Merci d'être venu. » Stéphanie s'assit, plaçant son sac coûteux sur la table avec un air propriétaire. « Bien sûr, nous sommes très impatients de finaliser le plan. » Aminata ne sourit pas. Elle ouvrit le classeur Bordeaux. Cette réunion a été convoquée pour examiner l'exécution de la fiducie familiale Moreau, spécifiquement en relation avec les stipulations du document. Le sourire de Stéphanie vacilla. Ce jargon légal n'était pas la discussion amicale qu'elle avait anticipée. Comme vous le savez, Nicolas est le seul bénéficiaire de la fiducie. Cependant, ce statut est conditionnel. Elle tourna une page et fit glisser une copie vers eux. J'aimerais attirer votre attention sur l'article 4, sous-section B, la clause d'héritage familial. Elle lut la clause à haute voix, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Elle parla d'intégrité, de compassion et de la responsabilité absolue de prendre soin de la génération suivante. En parlant, je regardais leur visage. La confiance triomphante de Stéphanie était lentement remplacée par une irritation confuse. Quand Aminata finit, Stéphanie donna un petit rire. C'est tout très joli, très sentimental. Roselyne était toujours la romantique. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la question pratique du transfert des actifs? Ça a tout à voir, dit Aminata, sa voix se transformant en glace. En tant que fiduciaire, M. Moreau a été forcé d'évaluer si les conditions de cette clause ont été remplies. Elle fit glisser un second document. Pièce A. Une déclaration sous serment de votre voisine, Madame Dubois, détaillant de multiples instances où elle a observé votre fils Léo, laissé sans surveillance dehors, par temps inclément pendant des périodes prolongées. Stéphanie ricana. Cette vieille femme indiscrète invente des histoires. Vraiment? Répondit Aminata sans manquer un battement. Elle fit glisser un troisième document. Pièce B. Un rapport médical complet du docteur Robert Bertrand. Il note que votre fils est cliniquement en sous-poids et que ses analyses montrent des niveaux anormalement élevés de cortisol, une hormone directement liée au stress chronique chez les enfants. Le visage de Stéphanie commença à pâlir. « Vous l'avez emmené chez un médecin. C'est une violation de notre intimité. » En tant que grand-père et tuteur temporaire de Léo, M. Moreau était parfaitement dans son droit de chercher des soins médicaux pour un enfant qu'il croyait en détresse. Déclara calmement Aminata. Un quatrième document fut poussé en avant. Pièce C,
un résumé financier complet de vos comptes bancaires et cartes de crédit des 24 derniers mois. Il montre un revenu total d'environ 80 000 euros par an contre des dépenses de plus de 200 000 euros par an. Le déficit a été couvert par les dons mensuels d'Elias. Elle tapota le papier. Dons qui ont payé pour ceci, une Lexus à 70 000 euros, une adhésion au club de tennis, de multiples vacances, des milliers d'euros par mois en vêtements de créateurs et restaurants. Stéphanie était maintenant sans voix. Son masque de supériorité s'était brisé, ne laissant qu'une panique brute et laide. Nicolas s'était tellement tassé dans sa chaise qu'il semblait essayer de disparaître dans le sol. Et finalement, dit Aminata, sa voix basse et dangereuse. Pièce D. Elle tendit la main et appuya sur un bouton d'un petit lecteur numérique sur la table. Et puis, leurs propres voix remplirent la pièce. La voix de Nicolas, faible et hésitante. Le chuchotement aigu et furieux de Stéphanie en arrière-plan. Et puis les mots fatals de Nicolas, clairs comme le cristal dans la salle de conférence silencieuse. Cette maison est notre principal actif. C'est notre capital. Tu mets en péril tout notre avenir avec tout ce drame. Le son de sa propre avidité résonna sur les murs. Le dernier peu de couleur quitta le visage de Stéphanie. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Nicolas mit sa tête dans ses mains, tout son corps tremblant. Aminata appuya sur le bouton stop. Le silence qui descendit était absolu. Basé sur les preuves présentées ici aujourd'hui, dit-elle, regardant directement Nicolas. C'est la conclusion du fiduciaire, M. Elias Moreau, que vous êtes en violation profonde et irrémédiable de la clause d'héritage familial. Elle fit une pause. Par conséquent, je vous informe officiellement que votre statut de bénéficiaire de la fiducie familiale Moreau est suspendu indéfiniment. Jessica fit un petit son étranglé. De plus, continua Aminata, comme par les instructions de la fiducie, tous les actifs contenus dans celle-ci, y compris la propriété du 15 rue des Tilleuls, seront immédiatement liquidés et transférés dans une nouvelle fiducie protégée. Le seul bénéficiaire de cette nouvelle fiducie sera Léo Moreau. Dès pour la première fois de cette longue et douloureuse réunion, je parlais. Je regardais mon fils, non pas avec colère, mais avec un sens sombre du devoir. « Laisse-moi te l'expliquer clairement, dis-je, ma voix ferme comme la pierre. Vous avez 30 jours pour quitter la propriété. La maison sera vendue. Les bénéfices financeront l'avenir de Léo. Vous ne recevrez pas un centime. » C'était fini. Ce n'était pas un acte de vengeance, c'était un acte de restauration. La promesse que j'avais faite à ma femme était accomplie. 6 mois ont passé depuis ce jour dans la salle de conférence. La grande maison froide de la rue des Tilleuls a disparu, vendue à une nouvelle famille que j'espère la remplira de plus de chaleur que la précédente. L'argent, chaque centime, est maintenant la fondation de la fiducie Léo Moreau, une forteresse de sécurité qui protégera l'avenir de mon petit-fils longtemps après ma disparition. J'ai appris que Nicolas et Stéphanie ont déménagé quelque part dans l'Ouest. Je ne sais pas ce qu'ils font, et je ne passe pas beaucoup de temps à y penser. Ma colère a disparu, laissant derrière seulement une tristesse silencieuse pour ce qui aurait pu être. Ma voix est ici, dans ce petit appartement ensoleillé qui donne sur un parc. Ce n'est pas grand, mais c'est heureux. L'air est rempli de l'odeur de ma cuisine et du son du rire de Léo, un son que j'entends de plus en plus chaque jour. Le regard hanté et anxieux dans ses yeux a été remplacé par l'étincelle brillante et curieuse d'un garçon qui se sent en sécurité. En ce moment, il est assis à la table de la cuisine, mâchonnant le bout de son crayon en réfléchissant à un problème de mathématiques. Il lève les yeux vers moi, un petit froncement frustré sur le visage. Je marche vers lui et m'assois à côté, pointant un chiffre sur la page. « Tu essaies de tout faire dans ta tête, » lui dis-je doucement. « Essaie de l'écrire étape par étape. C'est comme ça qu'on construit tout, champion. » Une pièce solide à la fois. Il hoche la tête, commence à écrire, et un moment plus tard, son visage s'illumine. « J'ai compris, » dit-il, son sourire si brillant qu'il pourrait alimenter toute la ville. Il a compris. Et en ce moment, je sais que nous allons bien nous en sortir. Ma femme Roselyne disait toujours qu'il est facile de construire une maison, mais qu'il faut une vie pour construire un foyer. Pendant longtemps, j'ai pensé avoir échoué. J'avais échoué à enseigner cette leçon à mon propre fils, et notre famille s'était fissurée sous le poids de sa faiblesse et de l'avidité de sa femme.
Mais maintenant, en regardant mon petit-fils, je réalise que je n'ai pas échoué. On m'a juste donné une seconde chance. Ce n'était pas la fin de notre famille. C'était le début d'un véritable héritage. Un héritage non mesuré en valeur immobilière ou en compte bancaire, mais en moments silencieux comme celui-ci, en amour, en dignité et dans la promesse simple et inébranlable d'un grand-père à son petit-fils. Et c'est une promesse que je tiendrai pour le reste de mes jours. Cette histoire est un rappel puissant qu'un véritable héritage familial ne se mesure pas en euros, mais en dignité. Elle nous enseigne que le devoir de protéger un enfant de la négligence l'emporte sur toute obligation de maintenir une fausse paix avec ceux qui causent du mal. La vraie force ne réside pas dans la confrontation bruyante, mais dans l'action silencieuse et décisive, enracinée dans l'amour et la prévoyance. Elle montre que parfois, l'acte d'amour le plus profond est de démanteler une maison construite sur l'avidité afin de bâtir un vrai foyer fondé sur la sécurité, l'intégrité et la promesse inébranlable de mettre la génération suivante en premier. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour protéger un être cher?